Ce projet de loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure contient plusieurs dispositions relevant de différents sujets, du droit pénal, de la police judiciaire et de la police administrative. Mais outre la volonté de répondre à, je cite, l'incompréhension que la décision de la Cour de cassation dans l'affaire Halimi a provoqué dans une partie de l'opinion publique, le gouvernement a ainsi profité de l'arrivée de ce texte pour compléter le dispositif sécuritaire retoqué par le Conseil constitutionnel après le vote de la loi sécurité globale et corriger certaines erreurs du Code de justice pénale des mineurs. En bref, de notre point de vue et de celui de bon nombre de professionnels et d'acteurs et d'actrices du secteur, il s'agit d'un nouveau texte sécuritaire et liberticide, le 7e, rien que sur cette année, et qui sert à la fois à la sensibilité idéologique réactionnaire désormais avérée de votre gouvernement et de votre majorité, et à sa stratégie présidentielle. Du point de vue de la justice pénale, ce texte est à la fois inutile et dangereux. Comme l'ensemble des professionnels auditionnés l'ont rappelé, les modifications apportées n'auraient rien changé à la décision de la Cour de cassation dans l'affaire Halimi. Les cas visés aux articles 1 et 2 ne correspondent pas au fait de cette affaire. De plus, la situation exceptionnelle envisagée par l'article 1 n'a aucune chance de se produire car en l'état du droit positif, les experts et expertes et les juges excluent d'ores et déjà l'applicabilité de l'article 122-1 aux personnes ayant volontairement consommé des substances psychoactives pour se donner du courage dans le but de commettre une infraction. Par conséquent, l'introduction des nouvelles infractions à l'article 2 ne fait en vérité qu'ouvrir une boîte de Pandore qui permettrait de réprimer les comportements des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Ce texte ne fait donc que violer des principes fondamentaux de notre droit pénal relatifs à l'intention criminelle et à l'aptitude à répondre de ces actes en ouvrant la voie à une répression des troubles psychiatriques. Un texte dangereux et incohérent, car à côté de ces dispositions relatives à la responsabilité pénale, le gouvernement a donc réintroduit des dispositions sur les drones, les caméras embarquées, la surrépression à nouveau des atteintes contre les forces de l'ordre, la prise d'empreintes et de photos sous contrainte, encore la délégation de missions de police à des personnes privées. Des dispositifs qui n'ont pour seul dénominateur commun, et c'est là la seule cohérence de l'ensemble, que leur caractère électoraliste et sécuritaire. Car si le gouvernement avait véritablement souhaité s'attaquer, par exemple, aux problèmes liés à l'irresponsabilité pénale, il aurait pu tirer les leçons du rapport rédigé sur ce sujet par deux anciens avocats et présidents de la commission des lois à l'Assemblée nationale, de deux partis différents. Rapport à la demande de l'ancienne garde des Sceaux Belloubet et rendu en février dernier, qui concluait à l'absence de la nécessité de modifier l'article 122-1 du Code pénal et qui formulait par ailleurs plusieurs recommandations concernant notamment l'expertise pénale, le suivi des personnes atteintes de troubles psychiatriques ou l'accompagnement des victimes. Tous et toutes les professionnels auditionnés dans le cadre, que ce soit des travaux de messieurs Houillon et Rimbourg ou de nos collègues députés Mouchou et Savigna, que ce soit par la direction des affaires criminelles et des grâces, par les rapporteurs de ce présent projet de loi, ont déploré la pénurie d'experts et experts psychiatriques et psychologues, leur faible rémunération, leur manque de formation et d'encadrement, le refus des juges de prononcer des décisions d'abolition ou d'altération du discernement, le manque de suivi des personnes déclarées irresponsables et des personnes atteintes de troubles psychiatriques en général, l'absence d'accompagnement des victimes. En définitive, vous avez pris le problème dans le mauvais sens. Au lieu de partir de cas, de faits divers tragiques qui sont condamnés et condamnables par tous et toutes, il aurait fallu s'intéresser bien plus tôt aux interactions entre prison et psychiatrie. Vous auriez alors constaté, et vous le savez par ailleurs, que depuis la fin des années 90, le nombre d'experts et experts psychiatres a été divisé par 3, que 20% des détenus souffrent de troubles psychiatriques graves, que l'état de la psychiatrie en général, et en particulier au sein des établissements pénitentiaires, est passé de grave à catastrophique. Au lieu de franchir le Rubicon de la répression de la maladie mentale, il aurait été préférable de donner les moyens à la psychiatrie et à la justice de remplir convenablement leur mission. Cela passe bien plus que par le double pourboire annoncé par le ministre, déploré par, y compris le professeur Zaguri, comme par Laurent Fayet, président de la Compagnie nationale des experts psychiatres, qui parle, lui, non pas d'une revalorisation, mais d'un simple rééquilibrage. Rien de tout cela dans cette déplorable loi de circonstances à laquelle nous nous opposerons en proposant une autre politique qui répond aux besoins légitimes de violence et de justice et de sécurité de la population, mais aussi de soins et de traitement des maladies et des pathologies mentales les plus graves.